De polémique en polémique, le ministre du Commerce, Kamel Rezic s'enfonce davantage dans les affres de l'incompétence. À l'heure où le citoyen est frontalement frappé par une saignée financière, outrageusement orchestrée par les barons de la spéculation, à travers une hausse inexplicable des prix des produits alimentaires, de la volaille, et des fruits et légumes, le ministre du Commerce soulève l'urgence de l'arabisation des enseignes commerciales. Ce n'est certainement pas à quoi s'attendait le citoyen, en cette veille du mois sacré, où l'absence d'un discours crédible, autant que l'absence de mesures fermes pour endiguer ce phénomène chronique qui fait le malheur du consommateur et le bonheur des spéculateurs, chaque année à la même période. Cette dissonance entre les attentes des citoyens, et leur prise en charge par l'autorité concernée, reflète un échec cuisant en matière de gestion et de prévention. Mais de là à pousser l'outrecuidance jusqu'à feindre une diversion aussi sibylline qu'inopportune, laisse entrevoir une faiblesse et une incapacité à trouver les traitements adéquats aux multiples plaies encore ouvertes depuis le règne de l'Ancien Régime. À ce titre, ni la régulation des marchés de gros, ni la crise de lait, et encore moins les flambées des prix, n'ont trouvé de solution sur le terrain. Et sans plus d'un marasme qui dure depuis plus d'une année, où les entreprises et les commerces souffrent d'une atteinte profonde dans leur trésorerie, suite aux effets de la crise sanitaire et tentent de reprendre leurs activités. De leur côté, les consommateurs ont vu leur pouvoir d'achat s'ébranler avec la chute de la monnaie nationale, et assistent impuissants aux diktats imposés par les spéculateurs. Cependant, les directives et les mesures prises par le président de la République, pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens, ont été fermes et claires. Nul besoin de rappeler que ces dernières ont suscité, suite à des résultats mitigés, un réajustement ministériel, qui eut pour effet de remercier les ministres et les responsables qui ont failli à leur mission. De toute évidence, le travail d'assainissement des institutions n'est pas fini, et vise à mettre en place des mécanismes qui répondent aux préoccupations des citoyens. Seule alternative pour rompre avec les anciennes pratiques, est d'inscrire des résultats palpables sur le terrain, qui devraient avoir des répercussions sur le quotidien des citoyens. Et en apportant un allègement à leurs souffrances. Alors, devant cet état de fait, et devant une situation sociale aussi complexe, est-ce que la réglementation de l'affichage des enseignes commerciales représente réellement une urgence, une problématique importante? À quoi servira-t-elle? Elle résoudra quel problème? D'autant plus que les textes constitutionnels sont clairs. Il y a 2 langues officielles en Algérie, l'arabe et le tamazight, il n'y a aucun débat là-dessus. La vraie question serait de savoir si ces commerces pourront travailler normalement. Est-ce que les citoyens pourront subvenir à leurs besoins, et vivre sans avoir à craindre de ne pas pouvoir joindre les deux bouts? La Cour d'Alger a condamné ce dimanche l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, à une peine de 7 ans de prison ferme et l'ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zahalan, à une peine de 3 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars chacun dans l'affaire de pillage du foncier touristique dans la wilaya de Skikda. La Cour d'Alger a confirmé ainsi les peines prononcées en première instance. La Cour d'Alger a également confirmé la peine rendue par le tribunal de Sidi Mamed en janvier dernier contre l'homme d'affaires Mohamed Benfis en lui infligeant la peine de 4 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de dinars. Pareil pour les 2 ex-walis de Skikda Fawzai Ben Hossein et Derfou Fadjri qui ont écopé de 2 ans de prison ferme et 1 million de dinars d'amende. Également poursuivi dans cette affaire, la peine de l'ancien ministre Amar Goul a été alourdie à 4 ans de prison au lieu de 3 en sus d'une amende d'1 million de dinars. Amar Bellimé, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a assuré ce dimanche que l'Algérie dispose de tous les moyens afin de faire face aux campagnes de dénigrement la ciblant. Nous disposons de tous les moyens appropriés pour déminer nos frontières. Ce n'est pas un discours destiné à la consommation médiatique, a-t-il soufflé dans un entretien accordé au site El Kchark El Yaoum et repris par Radio Algérie. Pour étayer ses propos, le porte-parole du gouvernement est revenu sur les dernières déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a parlé de faits avérés sur les campagnes de dénigrement dont nous connaissons la source et les commanditaires. Cela signifie que nous savons tout ce qui se trame, a-t-il lancé. Le ministre de la Communication a cité particulièrement une déclaration du président Tebboune sur la place de l'Algérie, un pays pivot et redouté.
C'est un message pour quiconque utilise des méthodes sales pour la faire revenir sur ses positions immuables, a-t-il souligné. Bellimé a expliqué, dans ce contexte, que les institutions de l'État, à leur tête l'Armée nationale populaire, ANP, travaillent à tous les niveaux avec des mécanismes très sophistiqués pour repousser toutes les attaques, quel qu'en soit le type ou la source. Le but étant de préserver la stabilité de notre pays. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a clarifié les propos du président de la République sur les instigateurs de la contre-révolution, menée par les ennemis de l'intérieur et les résidus de la bande. Ce terme se réfère à ceux qui rejettent la volonté du peuple. Ceux qui ont été renvoyés du mouvement populaire béni, Irak, dont les intérêts sont étroits, a-t-il notamment déclaré. Et de confirmer, ils ont tenté de profiter de la crise sanitaire pour revenir à la charge. Mais ils ont échoué. Je sais, la question est un brin excessive mais franchement, je ne sais plus trop où on en est. Ah oui. Le Irak, la transition disons les choses simplement, peut-être même aura des pâquerettes. Eh bien, il m'est avis que tout cela se résume à ceci, on y va avec les islamistes, Rachad, Ali Belhadj, ou sans eux, ou même contre eux. Sommes-nous dans cette régression qui, en dépit des avancées considérables du mouvement de février 2019, nous ravale dans cette quadrature du cercle des années 1990 ? Souvenons-nous. L'importance octroyée alors au Front islamique du salut, FI, gonflé aux hormones par les manipulations politico-policières du pouvoir nationaliste, avait fini par nous infliger cette équation impossible, on ne peut rien faire avec le FI, on ne peut rien faire sans le FI. 200 000 morts, des tas de traumatismes plus tard, et une atrophie politique hallucinante, sommes-nous encore condamnés à la même fatalité ? On a en effet cette funeste impression. Après la formidable mobilisation du Irak qui a permis de dépasser, dans la paix et l'intelligence collective, les fractures idéologiques, il serait incongru de recouvrer les anciens pôles antagoniques. Les gentils réconciliateurs, attentifs à la volonté populaire en s'alliant avec les islamistes, contre les méchants éradicateurs, bras séculiers de l'armée, déterminés à soutenir la dictature ? Trop simpliste et fallacieux. Nul n'a envie de revenir aux atrocités de la guerre intérieure qui a ravagé notre pays et qui a conduit à produire un autre ravage fait de déliquescence nationale et de gangrène de la corruption, 20 ans de boutefliquisme. Ces 20 années sont en elles-mêmes une autre guerre plus pernicieuse encore puisqu'elle a non seulement d'autorité passé l'éponge sur les crimes et la tragédie, mais aussi amnistié les criminels en permettant et même en promouvant l'idéologie sur laquelle ils continuent à prospérer. De plus, le boutefliquisme a parachevé la déchéance de la noblesse du politique, ravalé au rang de marchandises appartenant conjointement à des responsables dans l'appareil d'État et à des affairistes véreux. Au début du Irak, nous avions interrogé de nombreux militants. Ils nous avaient confié que le premier vendredi, celui du 22 février 2019, la plupart d'entre eux avaient hésité à s'impliquer car ils soupçonnaient un appel des islamistes. Le texte occulte publié sur les réseaux sociaux, précisant que la marche débuterait après la prière du vendredi, ils en déduisirent qu'il s'agissait d'un appel islamiste. Ils rejoignirent le mouvement dès lors qu'ils s'aperçurent que ce n'était pas le cas. Puis, le vendredi 8 mars, dédié à la journée de la femme, a définitivement convaincu du caractère démocratique des revendications proclamées par le Irak. Il y eut, en effet, pendant toutes ces semaines une rencontre des Algériens tendus vers le même objectif, celui d'un changement du système dans le respect des idéologies et des appartenances des uns et des autres. On vit les jeunes d'El Arak, connus pour leur sympathie plutôt islamiste, atypique dans la mesure où cela est teinté de punacité provocatrice des supporters de foot, dialoguer avec les militantes féministes opposées au code de la famille et à l'infamie de la condition de la femme telle qu'inspirée de l'islam. On vit aussi les jeunes de Bellecour et de Bab el Oued, ceux-là même qu'avait utilisé le pouvoir de Bouteflika pour casser la marche du 14 juin 2001 du Printemps Noir, répondre aux objurgations de Gaïd Salah, Kasbah, Bab el Oued, Imaziren puis, au fil des semaines, tant qu'il servit de levier, le Irak vécut dans la pluralité et le pacifisme, redonnant ses lettres de noblesse à l'Algérie dont l'image était très abîmée. Gaïd Salah, qui était favorable à un 5e mandat de Bouteflika, essaya de rallier le Irak entre séduction et menace, jusqu'à la démission forcée de l'ancien président.
Mais, une fois celle-ci obtenue, il commença à réprimer car le mouvement contestait son agenda politique et notamment la présidentielle qu'il avait été contraint de reporter. Durant toute cette période, le mouvement inventa cet état d'esprit qui allait devenir sa substance, un mouvement plus éthique que politique, sécrétant des valeurs de tolérance, d'écoute, de dialogue qui ont fait émerger ce qu'il y a en nous de plus grand. Il n'était pas anormal qu'un tel mouvement dont rêverait tout groupe politique en panne de projet, suscite la convoitise à la fois des forces politiques partisanes et du pouvoir qui ont échoué, pour des raisons diverses qu'il s'agira de déterminer, dans leur démarche. Sans compter les calculs géostratégiques des grandes puissances. L'autre caractéristique du mouvement, outre sa réticence à mandater des représentants, c'est la capacité quasi innée à résister au défaitisme comme aux tentatives de récupération. Quand on voit à quel point Rachad, Ali Belhadj et les autres essayent de s'accaparer le mouvement par la violence tout comme par le sortilège religieux matiné de propagandisme de la contrainte, il y a lieu de dire stop, quitte à encourir l'étiquette bien commode d'éradicateur, empêcheur de prier en rond. Sans être dupe des manigances du pouvoir dans le surdimensionnement de la composante islamiste du mouvement pour se donner le rôle de sauveur, il faut quand même s'interroger sur la viabilité d'un chemin commun avec un mouvement auquel appartiennent un Anwar Adodam, porte-parole des GIA qui avait revendiqué l'attentat du boulevard Colonel Amirouche à Alger, en 1994, et Zitou Edina, ex-cadre du FIS. Quant à Ali Belhadj dont deux idées passeront à la postérité, la démocratie c'est qu'offrer la fonction de la femme et de servir à la reproduction des croyants, c'est sans commentaire. Il y a un chemin, c'est celui que montre le Irak depuis son commencement. Il est contenu dans ce slogan qui date des années 1990, et qui souligne l'équidistance nécessaire entre le pouvoir et l'intégrisme, pour une Algérie libre et démocratique. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.